Article 353 du Code pénal, ici je vais vous faire le résumé de manière chronologique, parce qu'évidemment dans le livre ça va dans tous les sens et donc c'est pas évident de se faire une chronologie. Donc ici par rapport à Kermer, je vais vous faire, donc, et par rapport à l'histoire, je vais vous la faire de manière chronologique. Donc dans le passé, Kermer il travaille à l'Arsenal. L'Arsenal c'est une très grosse usine qui à un moment donné va faire faillite et tous les ouvriers vont être licenciés. Donc ça veut dire que dans la baie, dans la rade de Brest, dans ces petites villes, en fait, le taux de chômage est extrêmement élevé et c'est une région un peu sinistrée où il y a un déclin économique. Et c'est là-dessus que va bien sûr se greffer toute l'histoire. Kermer est également conseiller municipal, il est socialiste de la petite ville, ça a bien sûr une importance d'être socialiste, et il s'entend très bien avec le maire. Pendant très longtemps, il est très peu présent à la maison, puisqu'il a toutes ses réunions à la commune ou à la mairie. Et donc, il travaille la journée, il a pas mal de réunions avec le maire, avec les conseillers communaux, dans toutes les réunions politiques qu'on peut avoir quand on est conseiller municipal socialiste. Le fait qu'il est socialiste, à l'époque, dans les années 80, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'investissement. Les investissements, c'est pour les capitalistes, mais pas pour les socialistes. Et ça va être quelque chose qui va bien sûr jouer un rôle. Il a un fils, Erwan, qui est né la même année que l'élection de Mitterrand, qui est le premier président socialiste. Et Kermer, il n'a absolument pas de bol, puisqu'il joue toutes les semaines au loto. Il utilise les mêmes numéros, il faut bien sûr aller les faire valider. Et le jour où enfin il a la combinaison gagnante pour avoir le gros lot, en fait, c'est la seule fois où il n'a pas fait valider son billet de loto. Il se fait à un moment donné licencier de l'Arsenal, comme beaucoup de gens, et il arrête également d'être conseiller municipal. Il est à la maison 100% du temps. Le truc, c'est qu'il n'aide pas plus sa femme. Il reste affalé dans son fauteuil à regarder la télévision. Et donc, sa femme en a ras-le-bol et elle le quitte. Erwan est à la garde de son papa. Et à ce moment-là, il a 7 ans. Kermer doit quitter sa maison parce qu'il y a le divorce, il faut racheter une partie de la maison et il n'a pas l'argent parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore touché ses indemnités de chômage. Et donc, les indemnités de chômage. Et donc, le maire lui dit « Oh, ben, si tu allais occuper la conciergerie du château, c'est pas très grand, le château tombe en ruine, mais en attendant, ça va te permettre de te retourner, de trouver quelque chose quand tu vas recevoir ta prime de licenciement. » Le château est extrêmement délabré, la commune aimerait bien pouvoir s'en débarrasser et vendre ce château à quelqu'un pour en faire un autre projet, mais c'est en tellement mauvais état qu'il ne trouve jamais preneur. Et à un moment donné, à fur et à mesure, il y a Kermer qui se dit « si ça continue comme ça, je vais pouvoir rester dans ma petite maison, dans ma petite conciergerie, ça lui plaît très bien ». Et enfin, il reçoit un beau pactole pour sa prime de licenciement. Ce pactole, en fait, il n'en fait rien. Il pourrait acheter le bateau dont il rêve, il pourrait acheter une petite maison dont il rêve, mais une des caractéristiques de Kermer, c'est qu'il ne prend jamais de décision. Il est toujours indécis, il est dans ses rêves, il imagine sa maison, il imagine le bateau, mais il ne bouge pas. Et donc cet argent dort sur son compte en banque et il reste passivement dans cette petite maison, cette petite conciergerie. Et il a finalement l'impression que le château ne sera jamais vendu et qu'il pourra vivre là jusqu'au bout de sa vie. Cependant, à un moment donné, le Zanek arrive, c'est un investisseur, et il décide d'acheter le château à la grande surprise générale. Au début, Kermer se dit oui, mais en discutant avec la Zanek, Kermer se dit il va construire le château autour du château, mais la petite conciergerie va rester et je pourrai continuer à y habiter. Mais très vite, la Zanek parle de stations balnéaires avec des appartements et vraiment développer toute cette économie locale qui était morte, qui était éteinte. Et le maire se dit que le GOF, il se dit mais ça va être un dynamisme pour la région. Et donc Kermer se dit qu'il va quand même devoir trouver une petite maison et qu'il va devoir s'acheter un bateau. Toutefois, les travaux n'avancent pas très vite et donc Kermer, dans sa passivité habituelle, ne fait rien, ne cherche rien. Finalement, Kermer va céder aux sirènes de la Zanek, comme la plupart des gens,
quand ils disent, ben voilà, vous savez, je vais vous construire des magnifiques appartements, station balnéaire, les gens viendront pendant les vacances pour en villégiature et vous allez pouvoir louer votre appartement à autant de loyers par mois, de revenus passifs. Donc c'est vraiment génial. Et donc il fait miroiter ça, cette poule aux œufs d'or aux habitants et au maire. Et finalement, Kermer se laisse séduire, alors qu'il a cet argent, cette prime de 400 000 francs de licenciement qu'il pourrait investir dans son bateau ou qu'il pourrait investir dans une petite maison. Il décide d'investir dans un appartement qu'il louera à des gens. Après ça, bon, les travaux n'avancent pas très très vite. Et Kermer, oui, donc je précise, il a mis toute sa prime de licenciement, donc il n'a plus rien derrière lui à part son chômage qui touche, et donc c'est pas grand-chose. Et les travaux débutent, le château va être détruit, à un moment donné, il est détruit, et puis, chance ou pas chance pour Kermer, disons que sa petite maison n'est pas détruite, parce que les travaux vont s'arrêter. Donc le château est détruit, les terres sont retournées, c'est un vrai chantier, tout a été abîmé, sauf la petite maison qui reste dans ce chantier de boue, de gadou, d'arbres qui ont été enlevés, etc. Et les travaux, à un moment donné, ils s'arrêtent. Les années passent, en vain, Erwan grandit, il n'y a rien qui se passe, plus rien ne bouge. Par contre, Lazenec, il reste sur place, il mène grand train, il va dans des très bons restaurants, il paye des verres à tout le monde, il a une magnifique voiture, il a un bateau qui coûte la peau des fesses. Et du coup, personne ne se plaint en se disant, s'il est encore là, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas malhonnête, c'est qu'il croit que les travaux vont reprendre, c'est qu'il croit qu'il va y avoir quelque chose. Si ça avait été un escroc, il se serait bien sûr enfoui. Et le fait que Lazenec reste là et n'est absolument pas gêné fait que les gens n'osent pas se plaindre, les gens n'osent pas parler. En plus de ça, à un moment donné, en fait, on comprend bien que Kermer, il est ruiné, il n'a pas d'argent devant lui, mais les autres personnes, c'est la même chose. Ce sont des ouvriers qui ont donné toutes leurs primes de licenciement à Lazenec et donc ils n'ont plus rien. Mais personne n'ose se plaindre. Pourquoi? Entre autres, parce que, comme je vous ai dit, un socialiste ne peut normalement pas faire d'investissement. Et donc, ils sont tous gênés d'avoir fait des investissements, donc ils ne vont jamais se parler les uns aux autres. Et puis, c'est aussi un truc typique, c'est que si on est victime d'escroquerie, si on est victime de quelque chose, souvent, on est gêné, on est honteux et on n'osera pas non plus en parler. Donc là, il y a une double raison pour laquelle les gens n'en parlent pas. Donc, en fait, on ne sait même pas qui a acheté. Personne ne sait qui a acheté, c'est un tabou. On sait que les appartements sont vendus, une trentaine d'appartements, mais on ne sait pas à qui. Alors, 30 appartements fois 500 000 francs belges, fois 500 000 francs français, c'est un budget évidemment énorme que Lazenec a eu dans sa poche. Donc, voilà, le temps passe. Lazenec reste là. Kermer, il est de plus en plus dépité. Tous les soirs, il se demande pourquoi il a signé ce contrat. Il regarde les clauses du contrat, il se dit peut-être que ça va aller mieux, et il néglige complètement son fils, il néglige complètement Erwan. Erwan qui est là, qui a envie de lui poser des questions quand il est plus petit, quand il a besoin, quand il a 7, 8, 10 ans par rapport à ses devoirs. Quand il y a parfois Erwan qui commence à lui poser des questions plus tard, il le nie, il évite les réponses. Erwan grandit et demande à son papa si ça va, il voit bien que son papa ça va pas, mais le papa dit oui ça va, je gère. Erwan voit bien que son papa il gère rien du tout. Et donc, ça va commencer à mettre une certaine colère chez Erwan, qui au départ s'entendait très bien avec Lazenec, puisque Lazenec, quand il est arrivé, en fait, il prenait Erwan qui avait 7 ans, il allait avec lui au match de foot, en VIP, il se promenait avec lui dans sa super bagnole, et donc Erwan aimait bien Lazenec. Et puis, quand les travaux se sont arrêtés, que Lazenec reste là, qu'il voit son papa qui commence à avoir des problèmes, bien sûr, les sentiments d'Erwan pour Lazenec ont complètement changé pour en arriver à une colère rentrée extrêmement profonde. Un soir, le maire arrive chez Kermer complètement ivre en disant qu'il a investi, qu'en fait il y a plein de monde qui a investi, et qu'il a également, le GOF, investi l'argent de la ville sans passer par un vote de la municipalité et qu'il a mis la ville en faillite. En fait, c'est du détournement de fonds, c'est bien sûr frauduleux, il ne pouvait pas faire ça et donc il croyait les belles paroles de Lazenec, il pensait que Lazenec serait le messie qui venait redynamiser la région. Et donc, il s'était dit que c'était une super opportunité pour la ville. Et il a donc complètement ruiné la ville en investissant des millions dans le projet de la station balnéaire. Kermer et le GOF partent donc à un moment donné parler, ils racontent tout ça et finalement, Kermer va revenir vers sa maison, on entend une détonation et c'est le GOF qui s'est suicidé.
À ce moment-là, il y a Erwan qui demande à son papa, non mais quand est-ce que tu vas réagir? Où est-ce que tu veux terminer comme le Goff? Et ça va être un choc assez traumatique pour Erwan. Lors de l'enterrement du maire, il y a Lazenek qui est là, dans ce bâtiment, dans la salle où il y a la maquette de cette station balnéaire qui ne verra jamais le jour. La maquette a déteint, il y a plein de poussière partout. C'est vraiment à l'image de ce chantier qui n'avance pas, hein, vraiment une mérule ou un chancre qui reste là. Et Lazenek va dire à Kermer, je ne savais pas que le Goff, il était aussi fragile psychologiquement, là, comme ça, à se suicider, alors qu'en fait... Kermer sait très bien que Lazenek sait que le Goff a mis bien sûr la ville en faillite en faisant des investissements et Lazenek fait comme s'il n'y avait rien en disant juste oh je trouve que. Et à ce moment-là, Kermer dit le voile s'est déchiré, toute cette brume qu'il y avait autour de moi, toute cette brume de manipulation qu'il y a, eh bien elle est assez déchirée et donc j'ai enfin vu qui il était vraiment. Un peu plus tard, le fils de Kermer, donc Erwan, qui est extrêmement en colère, va détacher le magnifique bateau de Lazenek lors d'une tempête et il détache aussi les autres bateaux. Et évidemment, ils partent tous. Il y a des bateaux qui coulent, il y a des bateaux qui échouent sur la plage. Il y a pour des dizaines donc, de bateaux qui sont fracassés. C'est uniquement les gros bateaux qu'il a lâchés. Il va bien sûr être arrêté, il va être jugé et il va être condamné à 2 ans de prison. Lazenek donc joue sa victime à la fin du tribunal lorsqu'il y a le verdict. Il dit oui, c'est ah là là, ce pauvre jeune, mais moi, et il parle en tant que victime aux journalistes. Alors que 3 jours après, il se rachète comme ça, paf, rubis sur l'ongle, un nouveau bateau qui coûte des centaines de milliers de francs. Alors que les victimes de ce soi-disant investissement, eh bien, ils n'ont rien récupéré et ils ne récupéreront rien. Et en fait, ils n'osent toujours pas intenter un procès en justice puisqu'ils ne parlent pas entre eux, ils se taisent tous, ils sont tous gênés et on ne sait pas pour quelle raison, ils sont complètement coincés. Et Kermer se dit, mais c'est Lazenek qui devrait être en prison parce que le Goff, qui a tué le Goff? Oui, ok, c'est la main de le Goff qui a tiré sur le revolver, mais en fait, c'est Lazenek qui a tiré sur le Goff, c'est lui qui est responsable du suicide de le Goff, c'est lui qui a tué le Goff, c'est lui qui est responsable du problème avec les bateaux parce que c'est lui qui a provoqué Erwan, qui a fait cette situation-là. Et donc vraiment, il dit à ce moment-là qu'il y a la brume est complètement partie autour de la tête, dans la tête, dans les pensées de Kermer, qui voit tout de manière extrêmement claire. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? 3 mois plus tard, donc Lazenek vient dire bonjour à Kermer, lui propose de faire un tour en bateau pour se rabibocher en disant, tu sais, je ne suis pas rancunier. Ou là, il y a Kermer qui dit, non mais il se fout de moi ou quoi? Moi, il n'est pas rancunier vis-à-vis de moi, mais c'est qui a mis la ville en faillite? C'est qui m'a ruiné? C'est toi quand même, et t'es même pas gêné, quoi. Il se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir une conscience pareille? Comment on peut vivre comme ça? Il ne comprend pas. Là, Kermer accepte très étonnamment, et lors de la promenade en mer sur ce bateau, il y a un moment donné Lazenek qui va s'abaisser au-dessus de le bastingage pour aller récupérer pour les paniers, puisqu'ils vont à la pêche. Et tout d'un coup, là, comme ça, pouf, une zine de Kermer. Il prend les jambes de Lazenek et il le balance au-dessus du bastingage. Et puis il part, hop, en avant. Et puis il revient chez lui, donc il cool relax. Et puis le soir, il se fait, ou à un moment donné dans la journée, il se fait arrêter par la police. Il n'y part, il savait bien qu'ils allaient arriver. Et puis un peu plus tard, il se retrouve dans le bureau du juge où il va devoir raconter toute son histoire, puisque le juge va devoir décider est-ce qu'il est coupable ou pas. Et donc là, on se retrouve à la fin du livre où à un moment donné, le juge, on se rend compte qu'il a pas mal de documentation sur Lazenek. On peut vraiment avoir l'impression qu'il a enquêté dessus depuis longtemps. En fait, il est très fâché qu'Kermer ait tué Lazenek, puisque du coup, il n'y aura pas d'indemnité, de compensation pour les malversations financières aux victimes. Ils vont se retrouver sans rien, puisque Lazenek est mort. Et puis à la fin, le juge, sur base de l'article 353, pas du code pénal, mais de la procédure pénale, dit qu'un juge peut très bien décider sur son intime conviction, sans devoir justifier, qu'une personne est honnête ou malhonnête, qu'elle est coupable ou non coupable. Et là, il va dire à Kermer, c'est un accident, c'est un malheureux accident. Kermer se dit, comment, monsieur le juge, vous vous moquez de moi là ou quoi? Un accident, on voit bien, enfin je veux dire, bah si, c'est la mère qui l'a tué. Mais attendez, s'il y avait eu un accident, j'arrivais au port, j'ai appelé les secours, je disais quelque chose. Et le juge qui répète, c'est un accident, c'est un malheureux accident, ce qui fait que Kermer est libéré, qu'il ne va pas aller en prison. Et voilà. Donc ça, c'est dans l'ordre un peu plus chronologique.